Donc, bonsoir à tous et merci de m'avoir invité à cette occasion. C'est la deuxième fois. La première fois, je pense, c'était en 2018. Donc, voilà. L'argument était libre, donc j'ai pensé de mélanger un peu deux choses. Donc, une partie grand classique, l'histoire des collections de minéralogie du muséum, et de l'autre côté, essayer de jouer un peu avec l'envie des hommes, avec un grand H, de jouer avec la nature et donc de devenir collectionneur. Pourquoi il y a des collections, comme cet esprit est né, essayer, et en parallèle aussi de discuter un peu sur comme certains personnages, ils se sont poussés au-delà, pas seulement en faisant des collections, mais en essayant de comprendre ce qu'ils avaient dans les mains, via, par exemple, j'ai pris un exemple, un microscope. Voilà. Donc, pour commencer, désolé, moi, j'utilise 1626, hein, même si ce n'est pas la date officielle. Le 6 juillet 1626, c'est l'autorisation du roi de fonder à Paris un jardin de simple. Au Moyen-Âge, en médecine médiévale, on parlait de simple pour décrire des plantes médicinales, qui étaient destinées à la culture de végétaux utiles à la médecine. Donc, on est à cette date que l'histoire, disons, on peut commencer à mettre un début à cette histoire. Mais c'est en effet qu'en 1633 que Guy de Labrosse, par son insistance auprès de Louis XIII, dont il est le médecin, et grâce au soutien de Jean Héroard et de l'éminence, M. Richelieu, il obtient la création d'un jardin botanique à vocation médicale. À cette époque, le degré du roi n'était rien d'autre, ou était déjà, un ensemble de toutes substances différentes qui étaient utilisées pour les cours de chimie et les expériences ouvertes au public, mais aussi de celles aux propriétés curatives spécialement utilisées par la famille royale. Donc, les drogues et les plantes médicinales étaient conservées dans des bocaux et des flacons en verre soufflé, mais il y avait aussi des pierres précieuses, des minéraux, des sels et poudres de différentes roches supposées avoir des propriétés thérapeutiques. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui mâchent du kaolin pour se nettoyer les dents, sauf que les dents, ils ne sont pas trop contents. Au XVIIe siècle, les minéraux contenus dans les droguiers sont différents et sont classés selon leurs vertus curatives supposées. C'est donc dans les droguiers du roi, du jardin du roi, que des gemmes, des sels, des terres et des minéraux divers ont constitué, à côté des pots et drogues et plantes médicinales, le noyau autour duquel s'est lentement édifiée l'une des toutes premières collections de minéraux du monde. Donc, je vous laisse lire un peu cette description, en court détail de la description de ce qui était le droguier du jardin du roi. On n'a pas d'indication précise sur l'importance des collections du droguier du jardin du roi, enrichi par Guy Chrétien Fagon. Il fait donner par Louis XIV, il faut ordonner, pardon, par Louis XIV toute une série d'explorations conduite par exemple par Charles Plumier aux Amériques, Louis Econche Feuillet au Pérou, de Joseph Piton de Tournefort en Asie, dont on a quand même dans les collections du muséum toute une série d'échantillons qui témoignent, qui sont des reliques de ces voyages, de pionniers. En effet, à l'époque, ce n'était pas si facile de se rendre terre loin comme les Amériques ou l'Asie. Le fait qu'au début du XVIIIe siècle, le droguier du jardin du roi ne soit pas le coffret des pierres précieuses, d'échantillons minéraux et d'objets en pierre taillée du roi, est essentiellement témoigné par le fait qu'à partir de 1661, Louis XIV préfère avoir ses collections personnelles, donc les collections du roi, à côté de lui, donc les collections, elles sont à Versailles. À partir de 1682, le roi il fait installer des cabinets, donc on parle à Versailles, où tous ces objets ils sont exposés, et notamment
toute une collection la collection de coupes de Louis XIV, dont il y a plein de représentations sur différentes publications. Donc, à la mort de Louis XIV, le droguier du roi contenait des objets intéressants, dont une partie de la collection de cadeaux diplomatiques que le roi lui-même il avait reçus des ambassades étrangères. Parmi les plus remarquables, qui sont encore aujourd'hui dans les collections du muséum, et certains sont exposés dans l'exposition Trésor de la Terre, c'est des cadeaux présentés par le jésuite chinois Shang Fuzhong et les cadeaux du roi du Siam, et qui ne figurent pas dans les inventaires de Versailles de 1707. Donc, on sait qu'entre la mort de Louis XIV et le début du XVIIIe, il y a quand même, il commence à avoir une migration d'objets de Versailles vers le Jardin du Roi. Mais on ne sait pas sous quels critères ces choix ont été faits. Donc, le droguier a dû être une accumulation d'objets de curiosité de toutes sortes. Le contenant des collections, ce sera de s'appeler droguier entre 1720 et 1730 pour devenir véritablement un cabinet de curiosité à partir de 1739. Par exemple, en 1722, les premiers classements méthodiques des collections faits par Bernard de Jussieu, qui à l'époque était garde des collections au Jardin du Roi, contribuent à donner au droguier le nom de cabinet d'histoire naturelle, où plantes et pierres précieuses étaient réunies à cette époque. C'est des photos d'objets. Ces premiers classements qui ont été faits par Jussieu permettent à Buffon, qui a été intendant de collection du roi de 739 à 788, d'ouvrir au public le cabinet d'histoire naturelle en 1745. Les anglo-saxons, ils n'ont jamais fait ça. C'est à cette époque que les objets minéralogiques et géologiques sont réunis dans une seule collection spéciale. Donc là, vous avez une photo, par exemple, d'un camé à l'effigie du général Leclerc de Buffon, qui est dans notre collection. Et ça, c'est une photo, il n'y a pas d'échelle, désolé, c'est une des 3 tables de marqueterie florentine que sont dans les collections du musée. La période du Buffon, en effet, sera particulièrement prospère pour le développement de toutes les collections, hein, pas que la minéralogie et la géologie, toutes les collections affiliées à ce qu'aujourd'hui c'est le muséum. Un objet emblématique de la qualité et de la richesse des collections minéralogiques du muséum pendant cette époque est la magnifique boucle d'argent qui provient des mines de Kongsberg, Norvège, qui était offerte par le roi Christian VII. Ou encore, appartiennent à cette époque toute une série de minéraux qui ont été donnés par le roi de Pologne, l'empereur d'Autriche Joseph II, ou encore par Catherine II, tsarine de toutes les Russies en 1785. Voilà. Il est sensible. Désolé. Hein. C'est l'époque aussi des grands voyages d'exploration qui ont fait que plein de séries d'échantillons commencent à arriver au muséum et notamment aussi, entre autres, dans les collections de minéralogie. Donc, on a Bougainville, Dombé, donc avec un gros bloc d'argent natif qui provient du Mexique, sans oublier Dolomieu et plein d'autres. Donc, tous ces voyages naturalistes font que le muséum s'enrichisse de plus en plus d'échantillons, et notamment, pour ce que me concerne particulièrement, de minéraux et de roches, mais aussi d'autres échantillons. Donc là, vous avez par exemple une photo d'un des tout premiers Euclases qui ont été ramenés du Brésil en Europe. Ah bon, là, il a décidé. Ça, c'est un échantillon de la collection du René Justaoui. Ça, c'est un détail de l'argent cristallisé qui a été ramené par Dombé.
Et voilà, on est presque à la fin du 18e, donc en 1790. C'est de Banton, qui était ancien collaborateur du Buffon, qui est élu président du cabinet et aussi du Jardin du Roi. Il s'inspire de ses collègues et sur la proposition de Joseph Lacanal, la Convention vote que, le 10 juin 1793 la réorganisation du Jardin des Plantes et la création du Muséum d'histoire naturelle. Donc, à partir de cette période, Dubanton devient le premier directeur du nouveau établissement et on est tout de suite dans les années de la Révolution. Donc, il a eu, entre guillemets, la chance de pouvoir sauver ce qui restait des saisies révolutionnaires et d'amener certains échantillons au muséum. Entre autres, c'est le grand saphir de Louis XIV. Après, vous avez l'émeraude, toujours de Louis XIV, une topaze impériale, un saphir bicolore, le gros diamant jaune et encore un saphir jaune. Voilà. Ça, c'est ce qui reste, disons, des saisies révolutionnaires. Donc, la chaire de minéralogie, après Dubanton, est successivement administrée par Dolomieu, Brognard, Delafosse, Brognard du Fresnoy de la Fosse, Descloiseaux, suivi par Lacroix, Orcel et Fabriès de 1968 à 1993, date à laquelle les chaires à vie sont supprimées et le mandat des directeurs de laboratoire est porté qu'à 5 ans. Je fais cette diapositive parce qu'il y a toujours beaucoup de confusion à l'extérieur du muséum pour les gens, pour comprendre quelles sont les différentes différences, si je peux me permettre. Donc, Fabriès sera encore le directeur du laboratoire de minéralogie jusqu'en 1998 et sera suivi à la direction par Michel Guiraud jusqu'au nouveau statut du muséum de 2003 et avec lui la disparition des laboratoires. Donc, la responsabilité de la collection du ressort du directeur du laboratoire peut être déléguée à un enseignant-chercheur du laboratoire. C'est ainsi que, par exemple, dans les années juste après-guerre, c'est M. Fauquier qui s'occupera de la collection jusqu'à 1971 et qui sera suivi par Chumnel entre 1972 et 2002. Il y a encore un changement qui prévoit que les nouveaux statuts créent la fonction de directeur des collections et le règlement des collections de 2003 crée la fonction de chargé de conservation. Donc, les chargés de conservation sont nommés par le directeur général pour une durée de 3 ans et aujourd'hui, ils sont nommés par le président du muséum et ils sont sous l'autorité déléguée du directeur de collection. Pour la collection de minéralogie, le premier chargé de conservation, c'est M. Pierre-Jacques Capero, suivi par François Farge et depuis 2009 par moi-même. Donc, ça, c'est des portraits des différents messieurs. Monsieur Lacroix, Orcel, Monsieur Fabriès, Monsieur Guiraud n'a pas voulu que je mette sa photo. Donc, pour faire un petit passage, en 1841, les collections de minéralogie sont finalement dans leur tout nouveau bâtiment, l'actuelle galerie de minéralogie et de géologie, dont la première pierre avait été posée par le roi Louis-Philippe le 27 juillet 1833. Donc, cette galerie, que je pense, j'imagine tout le monde connaît, elle est magnifique et malheureusement, aujourd'hui, utilisée d'une façon complètement aberrante. Et seulement une petite portion de cette galerie est dédiée à l'exposition de Trésors de la Terre. Donc 250 mètres carrés sur plus de 1200 mètres carrés, c'est un petit peu. Donc ça, c'est une image de l'époque, disons, on est dans le 19e siècle, hein, donc la muséographie, elle était complètement différente de celle d'aujourd'hui. Ça, c'est une photo des années 60, quand au milieu, il y avait encore des grands meubles. Donc, vous voyez que les vitrines, elles étaient bien remplies. Hein, donc, c'était vraiment... L'exposition, elle faisait
Donc, si vous connaissez la nef, la galerie minéralogie, donc vous avez la partie centrale, la partie basse, ce qu'on appelle la nef, où il y avait toute une série de meubles au milieu, qui maintenant n'existe plus. Et après, vous avez de deux côtés les deux balcons. Il y avait deux séries de vitrines d'un côté et de l'autre. Donc, si vous faites le calcul, la nef elle est longue 110 mètres. Pour faire la visite complète, c'est 880 mètres linéaires d'exposition. Donc, je pense que jamais aucune galerie elle a eu 800, presque un kilomètre d'exposition linéaire que dédiée à la géologie. Après, voilà. En 82, grâce à l'intervention aussi du président de la République, une collection dite de cristaux géants, c'est une série de cristaux presque en totalité du quartz provenant de la région de Minas Gerais au Brésil, arrive au muséum. Elle est exposée de 1983 dans celle que sûrement vous tous vous avez connue, c'était la salle de cristaux géants. La salle de cristaux géants, comme tout le reste de la galerie, a été fermée en 2009 et vu que toute la mise en scène, disons, toute la scéno était faite en plâtre, le plâtre, après une trentaine d'années, il commençait à se défaire. Et donc, c'est à partir de là qu'on a pensé de faire, vu qu'il n'y avait plus d'exposition du tout, d'utiliser l'espace pour faire une exposition plus petite parce qu'il n'y avait pas les moyens de faire différent. Un autre gros pas pour la collection de minéralogie actuelle, c'était le mécénat du groupe Elf Total qui a duré 30 ans et s'est arrêté en 2013. Et donc, depuis, comme tout le monde, on fait le saut mortel pour essayer de trouver de l'argent à droite à gauche pour faire quelques acquisitions. On se débrouille pas mal quand même. Donc ici, vous avez... ça, c'est de lui. Ça, c'est pour ceux de vous qui ont visité l'exposition Pierres Précieuses. C'était le premier échantillon qu'il y avait à l'entrée. Donc, voilà, tout ça, vous pouvez le voir à l'exposition Trésor de la Terre. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Donc, pourquoi il y a des collections? Substantiellement parce qu'on est des êtres humains, on est curieux. Donc, et c'est que la curiosité fait notre intelligence et donc c'est bien d'observer ce qu'on a autour de nous. Donc les roches, les minéraux ont depuis toujours été recherchés dans un but utilitaire comme par exemple le silex pour façonner des outils, mais aussi dans un but esthétique de symbolisme religieux ou encore comme symbole de pouvoir ou de rang social ou tout ce que vous voulez. Des matières curieuses comme l'ambre de la Baltique sont très prisées et attestent de circuits d'échange complexes à travers toute l'Europe depuis les âges les plus anciens. Déjà, on peut aller en arrière, on arrive en Égypte. Donc, en Égypte ancienne, les minéraux et les roches tels que le turquoise, la cornaline, le feldspath, le lapis, le quartz, l'obsidienne et plein d'autres ont coloré étaient utilisés, étaient des status symboles de pouvoir, notamment pour les pharaons. C'est à cette époque que remontent les premières mines d'émeraude qui sont connues. Mais le royaume des pharaons nous a laissé aussi des énigmes dont l'origine est liée à des connaissances de géométrie cristallographique de très haut niveau. Pourquoi, par exemple, entre la grande pyramide de Khéops et l'octaèdre, la morphologie typique du diamant, du spinel, de la fluorine ou encore de l'or ou de l'argent existe des relations géométriques si précises. C'est exact, au dixième. Ce désir de rapporter les formes à la systématique géométrique de la nature, nous les retrouvons aussi encore bien 1000 ans avant que les 5 solides platoniennes soient décrites par Platon lui-même, et furent les peuples néolithiques des Kos qui ont reconstruit des modèles en pierre de ces 5 solides. On sait aussi, pour revenir à l'époque de la Grèce antique, que déjà à cette époque-là, des objets ils étaient utilisés comme pour agrandir des images. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec le microscope.
Mais l'histoire nous dit que ce sont des mathématiques de la Grèce antique qui ont eu une connaissance de cette forme solide. Les pythagoriciens connaissaient les tétraèdres, les aèdres et les dodécaèdres. Il s'agit du mathématicien Théétète d'Athènes qui a découvert les deux autres solides qui sont l'octaèdre et l'icosèdre. Platon, vers le 4e siècle, 390 avant Jésus-Christ, a philosophé là-dessus et à partir de là qui ont été nommés les 5 solides platoniques. La première notion scientifique se rencontre dans la météorologie d'Aristote. Okay? Donc, on commence à voir des traces écrites, bon, qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Il n'y a que les transcriptions qui sont arrivées à nous, mais ça, c'est de l'histoire. Donc, il est toujours au 3e siècle avant Jésus-Christ que les premières notions scientifiques qui sont rencontrées dans les écrits d'Aristote et que lui-même aimait sa théorie de la matière et il est le premier à diviser le monde minéral en 2 classes, les métaux et les fossiles. Donc, cette envie de classer les choses, c'est inné dans l'homme. Donc, c'est quelque chose de faire de l'ordre, c'est naturel. Donc, Théophraste, qui est un des élèves d'Aristote, classe les minéraux en pierre, terre et métaux. Et sera le premier à faire une description de la chrysocole, par exemple, du cinabre, du gypse et du saphir. On remonte le temps, on arrive à 250 avant Jésus-Christ. D'après les études d'Archimède, des tests de dureté et de densité seront utilisés pour décrire des espèces minérales. C'est très rigolo de lire on rencontre en effet qu'un jour fut trouvée à Chypre une pierre dont une moitié était de l'émeraude, l'autre moitié du jaspe, comme si sa transformation à partir d'un milieu aqueux était encore incomplète. Ça paraît ridicule, mais c'est, disons, c'est la base du... J'ose dire, Christian, tu ne vas pas me tuer, s'il te plaît, c'est la base du métamorphisme, ça. C'est l'embryon du métamorphisme. Dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancienne, les 4 derniers volumes sont consacrés aux minéraux et aux gemmes. C'est toujours à Pline l'Ancienne que nous devons le nom de diamants, galène, or-piment, stibine, au début de l'ère chrétienne. Il ne décrit pas seulement de nombreux minéraux non connus par Théophraste, mais discute aussi de leur application et de leurs propriétés. C'est un premier physicien. Il est le premier à reconnaître correctement l'origine de l'ambre à partir de l'observation d'insectes piégés dans certains échantillons. Naturaliste. Il a posé la base de la cristallographie en discutant l'habitus des cristaux, en particulier la forme octaédrique du diamant. On pourrait continuer. Hein, pendant la période de temps qui va de Pline à Avicenne, donc on arrive environ à l'an 1000, on ne trouve aucun écrit consacré véritablement à l'étude des minéraux. C'est normal, c'était l'ignorance qui régnait souveraine à l'époque. C'est Avicenne qui range les minéraux en 4 classes, les pierres, les métaux, les soufres et les sels, et démontre l'utilité de l'analyse pour différencier ces différents corps. Albert le Grand, pendant la deuxième moitié du Moyen-Âge, et grâce aux recherches des métallurgistes sur le traitement des minéraux, classe les minéraux en 4 groupes, les pierres et les gemmes, les minéraux, les combustibles et les sels. On passe à la Renaissance, on va pas un petit peu plus vite. Hein. C'est Agricola que donne dans son traité de Rare Metallica la description de beaucoup de minéraux et emploie pour leur détermination des caractères comme la dureté, la densité, la coloration, l'éclat, etc. Il découvre, entre autres, l'élément bismuth. En effet, c'est à cette époque, c'est en 1546 que la Commission internationale de minéralogie et sa commission sur la nomenclature et la classification de nouvelles espèces pose l'an 0. Donc, c'est à partir de cette année-là, c'est une curiosité. Donc, le 1546 s'agit de l'an 0 avec la description du bismuth, de l'almandin et du spinel. Contemporain d'Agricola, il y a un alchimiste, Bombaste, mieux connu comme Paracels, qui décrit le zinc. En 1595, Janssen propose le tout premier microscope où 2 verres de lentilles sont superposés dans un tube coulissant. Donc, il peut faire une mise à feu, disons, plus ou moins... mise au point, pardon.
Excusez-moi. Je suis italien, non? Voilà. Désolé. Le XVIIe siècle marque un point ferme dans l'histoire de la systématique minéralogique avec les travaux de Kepler en 1611 qui décrit le flocon de neige et de Nicolas Steno qui dans son livre De solido intra solidum contento, publié en 1669, il remarque que les angles entre les faces d'un cristal de quartz ne changent pas, ne varient pas, quoique ses côtés puissent varier. Guglielmini, Domenico Guglielmini, dans une dissertation sur le sel publiée en 1707, reprend pour sa part la vue de Steno et observe que, attendu qu'il y a un principe de cristallisation, l'inclinaison des plans et des angles est toujours constante. Il manque encore quelques années avant qu'on arrive à Paris, on verra bientôt. Avant ça, il y a encore Bartholin, qui publie des observations sur le spade d'Islande. Il a remarqué qu'un rayon refracté par un tel cristal produisait deux rayons, un rayon ordinaire et un rayon extraordinaire. Les deux rayons ayant des propriétés différentes, c'est la découverte de la birefringence. Donc, on est à la fin, à 1669. Huygens étudie la double réfringence des cristaux de spate et observe que l'intensité de la lumière transmise par deux cristaux dépend de l'orientation de ces derniers. Il y a donc une asymétrie autour de la direction de propagation, ce sont les bases de la polarisation. Le XVIIIe siècle est caractérisé par une très rapide évolution des techniques de construction des microscopes, notamment pour ce qui est du système optique. L'utilisation des lentilles différentes en géométrie et en nature, notamment, permet de réduire les effets de l'aberration chromatique, c'était très important grâce à Huygens, et d'augmenter la résolution, donc d'observer des objets de plus en plus petits et avec une meilleure qualité d'image. Alors, en 1707, c'est la date de naissance de Linné, qui introduit en minéralogie l'importance de la forme cristalline, et établit que les formes géométriques des cristaux constituent leur caractère plus essentiel. En 1750, c'est Bromel qui est le premier qui classe les minéraux d'après la manière dont ils se comportent sous l'action de la chaleur, par exemple. En 1956, c'est Cronstedt qui propose une classification fondée sur la composition alimentaire des minéraux, quoiqu'il n'exclut pas les caractères extérieurs, déjà notés par Avicenne, et les propriétés faciles à reconnaître par des expériences simples, comme il avait fait Bromel en les classifiant par la chaleur. Sa classification, comme celle introduite par Linné, faisait appel aux notions de classe, d'ordre, de genre et d'espèce. En 1772, c'est Sage, à qui l'on doit l'établissement de l'école des mines, qui propose une classification. À la même époque, le directeur de l'école de Freiberg, Werner, propose que la détermination des espèces minérales soit faite par la simple considération des caractères extérieurs. Vous l'avez là. On arrive en 1783 quand Romée de Lille pousse la minéralogie dans la direction indiquée par Linné avec ses précieuses observations sur la dérivation des formes cristallines. Il ne propose pas de changement à la nomenclature de son maître Sage, mais il compare un grand nombre de cristaux pour démontrer que les plus compliqués par leur forme prennent origine des formes les plus simples. Donc, c'est à partir d'ici qu'il y a la grosse révolution qui sera après faite par Haüy. Mais avant Haüy, c'est en 1801, et Dolomieu qui explique la nécessité d'établir en minéralogie des bases fixes pour déterminer des espèces. À la même époque, c'est René Juste Haüy, aussi grâce aux intuitions géniales de Romée de Lille, comme je disais tout à l'heure, qui propose les formes cristallines qui soient à la base de la détermination d'une espèce minérale. Chaque espèce fait référence à une forme primaire, la maille élémentaire, et les formes secondaires dérivent de cette forme par des simples lois de décroissement. Simple, entre guillemets quand même, hein, parce que ce n'est pas si évident. Il est le premier qui donne une définition rigoureuse de l'espèce minérale qui comprend à la fois la considération de la forme et de la composition élémentaire. Plus ou moins à la même époque, Vauquelin, en 1797, découvre le chrome. Hachette, je ne sais pas comment on le prononce, le tantal, Wollaston, le palladium et le rhodium, Descotti, l'iridium, Tennant, l'osmium et Berzelius, en 1807, le cérium.
On a Berzelius qui identifie le sélénium et Gahn qui trouve le thorium en 1829. C'est Berzelius encore qui propose le nom lithium, vanadium ainsi que celui de sodium, et il est le premier à isoler les éléments de silicium en 1823, de zirconium, de thorium ainsi que le titane. Berzelius est aussi un des premiers à fonder la minéralogie sur la connaissance des éléments chimiques. Donc, on introduit un nouveau concept, c'est la constitution chimique d'une espèce minérale. Il a décrit les espèces suivantes, donc les gyrines, l'albite, l'océrite, l'éocarite, ça c'est des anciens noms, la mésoline, c'est le mésolite actuel, les silicates de zinc, comme par exemple maintenant ça s'appelle les mimorphites, ou les silicates de sesquioxyde de manganèse, que c'est la rhodonite actuelle. Pour revenir vers l'observation au microscope, et en 1809 que Malus observe que la lumière en réflexion puis à travers un cristal birefringent change d'intensité avec la rotation d'un cristal. En 1811, c'est Arago qui note qu'un feuillet de mica observé à travers un spate produit des couleurs très brillantes. Cette polarisation chromatique, est étudiée par Young en 1814, et c'est lui qui a dû l'interférence d'ondes de lumière polarisées et qui est à la base de la conception du microscope polarisant utilisé normalement en pétrographie et en minéralogie. Dans la lignée des observations de Malus, Brewster établit en 1815 la loi de la polarisation par réflexion, avec notamment l'angle qui porte son nom, l'angle de Brewster. Il observe aussi que certains cristaux ont un seul axe de symétrie pour la propagation de la lumière et d'autres, ils en ont deux. Moss, en 1820, classe les minéraux selon leurs caractéristiques physiques comme la dureté. Essel propose les 32 classes de symétrie. Miller, en 1939, introduit la notation des phases cristallographiques. En 1840, c'est Delafosse, qui est un élève, qui fut un élève de René Justaoui, qui propose le concept de maille en cristallographie. Après l'invention de 1828 de William Nicol du premier instrument d'optique permettant d'obtenir de la lumière polarisée, il est probablement Amici qui construit le premier microscope polarisant suivi par William Talbot en 1834. Rapidement, des prismes polariseurs sur le marché de Londres apparaissent à partir de 1836. En France, en 1838, c'est Chevalier construit un microscope pour Alexandre Rognard, successeur de Haüy au Muséum d'histoire naturelle. En 1839, Henri Soleil, donc je pense que chacun de nous a vu dans des laboratoires un microscope ancien avec écrit Soleil dessus, et son père, Jean-Baptiste François, à l'époque, ils étaient au 21 de rue de l'Odéon, qui concevait un microscope pour mesurer les angles des cristaux biaxiaux. Dufresnoy, l'auteur d'un traité de minéralogie en 3 volumes dans lequel il décrit les propriétés physiques et chimiques de divers minéraux ainsi que leurs relations géologiques. En 1848, c'est Brevet qui décrit les 14 réseaux de brevets que tout le monde connaît et à partir de 32 classes de symétrie. En 1954, c'est Damour qui a dédié un vanadate à Alfred de Cloiseau, le desclosite. Toujours en 1954, c'est Dana qui présente sa classification de minéraux qui se base sur la composition. En 1962, c'est Alfred de Cloiseau qui publie son manuel de minéralogie. En 1898, c'est la découverte par Pierre et Marie Curie du radium et du polonium. Donc, on est au début du XXe siècle. Donc, avant la découverte de la diffraction des rayons X par Max von Laue, les méthodes de détermination des minéraux sont la chimie, la morphologie des cristaux et les caractéristiques optiques. Donc, toute la liste qu'on a fait jusqu'à maintenant, à partir de avant Jésus-Christ jusqu'à presque nous. S'il est possible de déterminer la morphologie avec des mesures angulaires, il devient alors impossible de déterminer la symétrie ni d'appliquer des méthodes optiques dépendantes de la masse orientée.
C'est Desclozeaux qui développe ces méthodes optiques en apportant des modifications fondamentales au microscope polarisant. D'après des minéraux aux morphologies presque idéales, il prépare des lames minces obtenues en coupant les cristaux perpendiculairement aux bisectrices des axes optiques, méthode qui lui permet de déterminer les propriétés optiques de centaines d'échantillons. En effet, sa caractérisation optique était presque limitée aux minéraux transparents et biaxiaux, bien entendu, parce que les isotopes, ils ne pouvaient pas les observer. D'autre part, avant l'introduction de la table universelle en 1893 par Fedorov, il était impossible d'enjeter une lame sur le microscope. Il découvre la polarisation circulaire dans le cinabre et d'autres composés. Là, c'est le microscope de Desclozeaux avec le plan d'origine. Après, Desclozeaux, bon, c'est Alfred Lacroix, c'est presque nos jours, hein, tout le monde connaît, qui fait devenir le muséum un centre de recherche en minéralogie et pétrographie de rayonnement international. Lacroix procède à la réorganisation de l'exposition de la galerie. Il reclasse la collection générale suivant les classifications les plus modernes, rédige un guide du visiteur et le nombre d'échantillons qui sont inscrits au catalogue général croise d'une façon exponentielle. Donc, ici, on a tout le suivi qui porte du microscope optique, disons, polarisant aux électrons accélérés, et c'est le dernier chapitre de mon expo. Donc, c'est à partir de entre 1923 et 1926 que, grâce aux études de Louis de Broglie, on a pu prouver qu'il y a des champs magnétiques ou électrostatiques pouvaient être utilisés comme lentilles pour les faisceaux d'électrons. En 1931, c'est Ruska et Knoll qui construisent le premier prototype de microscope électronique. Et en 1951, c'est Castaing qui invente la microsonde électronique. Donc maintenant, à partir de là, presque tous les instruments pour déterminer la structure cristalline et la composition chimique d'une espèce minérale, ils sont là. Donc, en 1941, c'est Hugo Strunz. Il se sert, en prenant la classification de Dan, pour générer une nouvelle classification qui est prise et modifiée en 2001 par Nickel. Et c'est celle officiellement reconnue aujourd'hui par l'International Mineralogical Association. Et cette classification prévoit 10 classes divisées en sous-classes, par exemple les inosilicates, des groupes, par exemple les apatites, des sous-groupes, pyroxène, monoclinique et orthorhombique, des espèces, des sous-espèces, des variétés avec des propriétés morphologiques ou physiques distinctes et aux compositions chimiques légèrement différentes. Donc, ça, c'est les 10 classes que tout le monde connaît. Et cette dernière image, je ne sais pas si c'est bien visible ou pas, en tout cas, ça montre quelle est l'évolution du nombre des espèces décrites à partir de l'an 0, donc de 1546 à aujourd'hui. Donc, à ce matin, les espèces reconnues par l'IMA, dont je suis le représentant pour la France, sont 5787 à ce matin. Moi, je suis arrivé ici et le nombre total d'espèces, c'était 4413. Donc, les dernières 12 ans ont été assez prolifiques. Hein. Donc, ça fait que chaque mois, tous les représentants de la commission recevront environ une moyenne de entre 10 et 15 nouvelles espèces par mois. Je pense qu'après les insectes, la minéralogie, à l'état actuel des choses, c'est une des sciences les plus prolifiques au niveau de nouvelles espèces. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup et j'espère que ça a été intéressant. Merci. Est-ce que les minéraux extraterrestres, puisque maintenant on a des échantillons d'autres astres, est-ce que ce sont les mêmes que ceux qui sont sur Terre? Alors, les espèces issues, les espèces décrites et issues de météorites
sont tout à fait reconnus comme des minéraux. Donc, ils sont dans la liste, là, dans les 5787, sont de plus en plus nombreuses. Disons que chaque mois, chaque année, il y a au moins une dizaine d'espèces nouvelles décrites qui proviennent de météorites. Et à l'état actuel des choses, on a des espèces que sur Terre n'ont pas été trouvées. Et ça peut être lié à deux choses. Vous avez des espèces qui ont, sans rentrer dans les détails, dans un langage technique, vous avez des espèces qui ont, par exemple, la même formule chimique que des espèces qu'on trouve sur Terre, mais une structure différente. Cette structure différente est due notamment à des impacts ou des énormes pressions sont capables de déformer le réseau cristallographique. Donc, vous avez des ringwoodites, après, il y a des noms bizarroïdes. Et après, s'il y a des espèces qu'on a trouvées que dans les météorites et qu'on n'a pas encore trouvées sur Terre, oui, il y a. Mais dire que sont endémiques de la météorite, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, on va les retrouver sur Terre aussi. Mais c'est vrai que les météorites proviennent de corps célestes où les conditions d'oxydoréduction, par exemple, que nous, on a sur Terre, sur les corps célestes d'où les météorites proviennent, ils ne sont pas. Donc, voilà. Oui, tout d'abord, merci pour la clarté de votre exposé. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'ai noté au début de votre exposé que le mécénat avec Total à ce moment-là, s'était arrêté en 2013. Comme je suis un pétrolier issu de Total, je ne le savais pas, donc j'ai appris quelque chose. Bon, apparemment, vous en êtes remis, semble-t-il. Oui, c'était. Voilà, alors, une petite question, disons annexe, qui est liée au mécénat. Quelques années avant, disons en fait, je crois que Total a participé, vous a aidé, a déclaré comme trésor national une fluorine rose venue du massif du Mont Blanc. Alors, je voulais juste savoir, que je la connais en photographie, je connais, disons, l'auteur du signateur, disons, avec vous-même, enfin, l'équipe du muséum, mais je ne l'ai jamais vu physiquement parlant. Est-ce qu'il y a moyen de voir cette fluorine? Vous venez à l'exposition Trésor de la Terre depuis décembre 2014 qu'elle est exposée. Ah, bon, merci. Je vais réparer l'outil. Merci pour votre exposé vraiment très documenté. Vous avez donc parlé de nomenclature, de classification. Est-ce que dans l'histoire de la minéralogie, il y a eu des grosses controverses justement sur la classification des minéraux? Comme il a pu y en avoir, vous voyez, dans d'autres domaines. Il y a eu notamment, à l'époque, la guerre franco-prussienne, ce n'était pas qu'un champ de bataille, mais c'était aussi au niveau scientifique. Et donc, notamment les scientifiques d'origine allemande, après il y a Vienne aussi, Vienne, Berlin, tout ça, ils avaient des notions de nomenclature différentes de ce qui était utilisé à la même époque ici en France. Disons qu'à cette époque, la France a gagné. Voilà, donc mais il y a toujours eu des discussions plus ou moins virulentes, mais la discussion, c'est aussi le carburant de la science. Il n'y a pas de discussion, la science ne peut pas avancer. Donc, mais c'est vrai que oui, il y a eu disons, à cette période-là, dans le 19e siècle, il y a eu des discussions importantes à propos de la méthode, de la nomenclature, disons, de la base de la nomenclature de la minéralogie. Oui, merci pour ton exposé. C'est toi qui as fait réouvrir la galerie de minéralogie en 2014. Il n'y avait pas de collection accessible au public dedans. Alors, moi, quand je suis arrivé au muséum, avant la
pause, avant la période où je suis reparti à Singapour, la galerie elle-même, elle était fermée. Ce qui était visitable, c'était les cristaux géants et la salle du trésor en sous-sol. Après 2009, donc la dernière exposition qu'il y a eu en 2009, quand je suis arrivé, c'était hors des Amériques. Ils ont imposé la direction, parce qu'à l'époque, ce n'était pas la présidence, c'était la direction, avait imposé que et la salle du trésor, parce que la salle du trésor avait été partiellement démantelée pour accueillir l'exposition hors des Amériques. Et donc, à partir de là, ils ont trouvé l'excuse, ils ont dit, bon, vous fermez tout. Donc, entre 2009 et 2014, il n'y a eu aucune exposition, aucun minéral était exposé à la galerie, il était fermé, complètement fermé. Et voilà. Donc, après, c'était une guerre d'équipe, parce qu'à un certain moment, tout le monde disait, mais comme c'est possible, muséum d'histoire naturelle, galerie de minéralogie, c'est fermé, vous êtes des incapables. Ouais, alors, bon, c'est toi qui as fait réouvrir en 2014. Moi, je me permets de dire ça. Et le problème, c'est que ça occupe un quart ou un cinquième de la superficie de la Grande Galerie. Alors, ma question est toute simple. Est-ce qu'il y a des projets pour réoccuper toute la galerie? Si je parle de rêve, je dis oui. Si je suis réaliste, non. Il n'y a pas une volonté politique. Du moment qu'il n'y a pas une volonté politique, il n'y a pas... dit très franchement, aujourd'hui, le muséum, une partie des muséums, ceux qui sont en charge de faire entrer de l'argent au muséum, ils gagnent beaucoup plus en louant la galerie en week-end que si pour des défilés de mode, des choses comme ça. Des défilés de mode, exactement. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas jeté l'éponge. Hein. Moi, je me bats à chaque occasion que je vois que je n'ai vu les directeurs des présidents passés, je n'ai vu beaucoup. J'essaie chaque fois de convaincre que c'est pour le bien du muséum. Parce que l'exposition Trésor de la Terre, pour petite qu'elle soit, juste avant Covid, elle faisait en moyenne 70 000 visiteurs par an. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc, vous imaginez si la totalité de la galerie pouvait être réouverte au public, ce serait... Gaston qui a posé la question que j'aurais voulu poser, mais simplement ce que je vais dire, c'est que je ne crois pas que nous soyons très nombreux à avoir connu l'ancienne galerie. Voilà, moi je l'ai connue, hein, et franchement, là pour le coup, c'était un trésor de la terre. Hein. Et je dois dire que j'ai des preuves, hein, il y a qu'on parlait par exemple à Carillon, que cette galerie en fait a incité de nombreux enfants à se tourner vers la géologie et vers la minéralogie. Hein. C'est sûr, certain. C'est bien dommage que ça soit disparu. Bon, ceci étant, dans les défilés de mode, il y a des pierres précieuses. On ne rentre pas dans le détail. Juste une précision à la question de Françoise concernant les minéraux extraterrestres. Il y a quand même l'armalcolite qui a été échantillon ramené lors de l'expédition en 69 avec Armstrong, Aldrin, Collins et sur lequel notre ami Christian Chopin a travaillé. Si, tu es venu regarder l'échantillon à l'école. Ah ouais? Voilà, sur Zoom. Voilà, Dimitri Pérez note que c'était super intéressant, voilà, c'est le terme. Il pose une question, l'exposition Trésor de la Terre sera-t-elle agrandie un jour? Aura-t-on une exposition minéralogique dans la nef de la galerie de minéralogie? Je crois qu'on a répondu à ça. Et il rajoute, il faut s'inspirer de Gaudry, faire un coup de pub. Ah oui, c'est les coups de pub, et pas que des pubs, j'en fais. Moi, personnellement, je suis toujours à la recherche de mécènes, que ce soit pour un petit, disons, petit, entre guillemets, petit, moyen, c'est pour enrichir la collection,
Et j'ai aussi des contacts, que pour le moment ne sont que des contacts, pour éventuellement, je vois s'il y a une possibilité, la seule est celle de réouvrir l'ancienne salle du Trésor, de rénover l'ancienne salle du Trésor, donc de faire une exposition sur 2 étages, pour rester réaliste. Si après on veut vraiment rêver, alors là, peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un qui vient débarquer avec beaucoup de dizaines de millions d'euros pour réorganiser toute la galerie en entier. Mais où sont entreposés les échantillons s'ils ne sont pas exposés? Ou ils sont tous exposés? Non, non, non. Alors, la collection, elle compte environ 140 000 lots, la collection que la minéralogie. Donc, d'exposés, il y a 656 échantillons. Donc, je vous laisse faire le calcul, je pense que c'est le 0,25% à mémoire. Les restes, c'est dans les tiroirs. Ils sont tous dans les tiroirs. Et là, on a commencé, ils sont les premiers 15 000, ils sont photographiés, ils sont sur le site du muséum, dans les collections. Vous pouvez j'espère un jour d'arriver à mettre sur le site du muséum la totalité des échantillons, mais l'âge des bénévoles avance et la vitesse de travail diminue. Donc, il faut toujours trouver un compromis entre les deux choses pour faire avancer les choses de façon honnête et gentille. Donc, voilà. Oui, une dernière question, une remarque. Est-ce que les opérations de financement d'achat de pièces par crowdfunding sont un succès en termes d'achat et de pub? Pas du tout. Alors, il y a eu deux tentatives. Un en 2014 qui a été largement saboté et un plus récent pour lequel la somme totale pour acheter les échantillons d'or, la fluorite et le saphir, on avait besoin, disons, de 100 000 euros. Je pense qu'on a récolté pour l'état actuel des choses. Les derniers chiffres, j'étais sur les 6 200 euros. Donc, je ne dirais pas que c'est un succès. C'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. On ne peut pas le juger comme un succès. Allez.